Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais commencer par un proverbe africain que j'aime beaucoup et qui dit « Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse continueront de glorifier le chasseur. » Quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup ce proverbe parce que je trouvais en même temps amusant et bizarre l'idée de lions qui courent après leurs historiens. Et aujourd'hui, je l'aime beaucoup parce qu'il reflète beaucoup de situations dans lesquelles nous travaillons. Nous sommes dans cette salle, on a entendu chacun des orateurs partager son expérience. Vous rentrerez chez vous, vous aurez chacun votre version de l'histoire. Que se passe-t-il si à un moment donné, une personne parmi vous ne peut pas raconter son histoire ou ajouter un détail? Ça génère frustration, ça génère conflit et ça génère une crise. Donc, je travaille depuis 2015 pour la Fondation Hirondelle au Niger, où je dirige donc le studio Kalangu. Le Kalangu, là-bas, c'est un petit tambour qu'on utilise encore de nos jours, qui était beaucoup utilisé autrefois, mais qu'on utilise encore pour annoncer des nouvelles, pas n'importe lesquelles, des nouvelles très importantes. Donc, on a pris ce nom de Kalangu pour nommer le studio. Et le studio Kalangu produit et diffuse depuis 3 ans maintenant des programmes d'information et de dialogue dans le but de consolider la paix et la stabilité dans ce pays. Nous travaillons avec un réseau de 30 radios partenaires qui diffusent ce programme tous les jours. Et nous touchons à peu près 65% de la population, donc potentiellement 13 millions de personnes. Ça fait plus de 15 ans quand même que je travaille sur des projets qui visent à promouvoir des espaces d'information et de dialogue inclusifs pour les plus marginalisés, pour leur apporter l'information qui leur manque et pour leur permettre d'influencer davantage les décisions qui sont souvent prises sans eux sur des questions qui pourtant influencent leur quotidien. Et c'est un moyen, en fait, de leur donner la capacité d'influencer et d'agir sur leur propre destin. J'ai travaillé sur un projet en Casamance, au Sénégal, dans lequel les femmes qui sont pourtant les principales victimes du conflit qui se déroulait à ce moment-là, qui sont des mères de belligérants qui ont constitué presque 25% des victimes de mines antipersonnelles, avaient des expériences de violence qu'elles ont subies, mais elles ne pouvaient pas participer aux discussions. C'est grâce à la radio qui allait à leur rencontre et qui leur a donné la parole que ces histoires ont pu être médiatisées, connues, et c'est comme ça qu'on a injecté ces expériences dans les discussions sur la paix dans cette région. En Sierra Leone, en post-conflit, j'ai eu la chance aussi, ou l'opportunité de travailler dans chacune des régions où, effectivement, avec les médias, on est parvenu à créer une coalition avec les défenseurs de droits humains, encore une fois pour briser le silence qui entoure les victimes, qui entoure les violences subies par les femmes, pour amplifier leur voix et pour créer les conditions d'un débat sur ce sujet. Dans toutes ces situations, la Sierra Leone, la Casamance et d'autres pays dans lesquels j'ai travaillé aujourd'hui au Niger, il y a une constante. D'un côté, on a des gens qui n'ont pas la parole, qu'on n'entend jamais, et ça se fait en toute indifférence. De l'autre, on a ceux qui refusent le dialogue, et c'est eux qu'on entend toujours. Et dans ces contextes-là, un média professionnel et responsable a un rôle crucial à jouer parce qu'il va permettre aux populations de mieux se comprendre, de s'écouter, de dialoguer pour jeter les bases de la paix. Une des premières choses lorsqu'on met en place un média inclusif comme celui pour lequel je travaille au Niger, c'est qu'il faut changer de perspective. Il faut choisir résolument de relayer la voix de ceux qui ne sont jamais entendus. En agissant ainsi, on arrive à restaurer ces personnes les plus vulnérables dans leur dignité et on les replace au centre du récit. Ils sont eux-mêmes les auteurs de leur histoire. Au studio Kalangu, nous traitons au quotidien dans nos journaux d'information les histoires et les faits qui viennent de toutes les régions du Niger, qui reflètent les points de vue de toutes les communautés, toutes les composantes sociales. Nous donnons la parole à tous, peu importe leur situation, peu importe le lieu où ils se trouvent, peu importe la langue qu'ils parlent. Nos informations parlent de leur réalité et ils s'y reconnaissent. Une autre chose que nous essayons de faire, c'est vraiment d'établir un lien de confiance avec le public. On crée cette relation parce que nous éclairons les faits. Si on tente de cacher quelque chose qui se passe, on ne fait jamais qu'empirer la situation de crise. Et si on ne dit rien aussi, on peut être perçu, notre silence peut être perçu comme un encouragement à ceux qui perpétuent qui violent les droits justement des marginalisés à continuer dans cette voie.
Et c'est aussi, rester silencieux, c'est aussi une négation de la souffrance de ceux qui sont atteints. Mais traiter de ces questions sensibles dans nos contextes doit être fait de manière professionnelle, avec honnêteté et responsabilité. Cela passe par un journalisme factuel qui consiste à donner des informations précises, des informations qui sont claires, des informations qui sont vérifiées et des informations dont on peut retracer la source. Les journalistes qui travaillent avec nous ne doivent pas donner leur opinion et ils ne doivent pas prêter à ceux qui s'expriment aux acteurs à travers des commentaires qu'ils pourraient faire, des intentions que les acteurs eux-mêmes n'ont pas voulu transmettre, n'ont pas voulu exprimer. Leur rôle est d'expliquer les liens entre les faits, de les rendre intelligibles dans le contexte dans lequel ils surviennent. Nos journalistes doivent rester fidèles aux sources qui leur auront fait confiance. C'est en éclairant les différents aspects d'un problème et en exposant le point de vue de ces différentes sources qu'on construit les bases d'une réflexion critique et d'une discussion commune pour la recherche de solutions partagées. Une fois qu'on a fait cela, on peut bénéficier de la confiance nécessaire pour faire accepter aux parties prenantes l'espace de dialogue qui leur est offert. Si on réussit à médiatiser le dialogue qui est offert ainsi, on peut aider toute une communauté au-delà des 2 personnes ou des 4 personnes qu'on a réunies dans un studio qui représentent 2 camps. On peut, au-delà de ces personnes-là, permettre à toute la communauté de reconsidérer ses attitudes sur le terrain et pourquoi pas tendre la main à ceux à qui ils étaient opposés jusque-là. Nous avons interrogé plus de 600 personnes cette année au Niger, dans plus de 30 localités. Et ces personnes disent toutes qu'elles considèrent le studio Kalangu comme le média le plus crédible et le plus professionnel du pays. Elles disent qu'une fois que nous avons donné une information, on peut en être sûr, il n'y a pas besoin de revérifier. Ce qui ressort souvent des témoignages et des études, c'est que nos programmes rassemblent. Tout le monde s'y retrouve. Une personne qui se trouve dans une petite localité au nord du Niger, qui est un très, très grand pays, une localité à plus de 1000 km de la capitale, à Agadez par exemple, elle arrive à dire qu'elle se sent aussi bien informée qu'une personne qui est dans la capitale. Elle est informée dans sa propre langue et plus encore, elle se découvre partager la même réalité qu'une autre personne à l'autre bout du pays, à l'est, à Difa. Ce travail que nous faisons au quotidien demande beaucoup de moyens. Il faut beaucoup de moyens pour avoir cette approche inclusive qui consiste à ne laisser personne au bord de la route. On diffuse nos informations en 5 langues, les principales langues les plus parlées dans le pays. Et ces moyens sont rares. Ce n'est pas facile pour nous d'aller, par exemple, à Difa enregistrer une émission sur les repentis de Boko Haram. Ce n'est pas facile non plus de faire une émission sur le mariage des enfants dans un contexte où on a un quart des filles qui sont une fille sur 4 qui est mariée avant l'âge de 15 ans. Beaucoup d'auditeurs nous félicitent et nous disent que nous sommes très directs et que nous ne cachons rien. Mais en fait, notre plus grande difficulté, c'est la vision parcellaire de la paix qui est trop répandue, qui consiste à diffuser des messages de contre-propagande ciblés. Notre conception est plus large, plus ancrée dans la réalité de ceux pour qui nous travaillons. Quand nous allons à Difa pour enregistrer une émission sur les repentis, on va donner la parole à tous ceux qui vivent cette situation. On ne va pas les culpabiliser, on va les amener à s'interroger eux-mêmes, à s'interroger sur les signes qui les ont conduits à cette situation traumatique où ils sont allés jusqu'à tuer leurs propres proches. J'ai eu la chance de grandir dans une famille dans laquelle j'ai eu à ma disposition beaucoup d'informations. Le questionnement et la discussion faisaient partie de l'ordre des choses. Ça m'est arrivé de dire quand j'avais 13 ans que je ne croyais plus en Dieu et que je n'irais pas à l'église. Mes parents n'ont pas sauté au plafond, ils m'ont dit « explique tes raisons », j'ai expliqué, ils m'ont dit « d'accord, aussi longtemps que tu restes une bonne personne, on n'a pas de problème ». Et je pense que de ça m'est resté une conviction. C'est cet héritage qui m'a conduit à me diriger vers la mise en œuvre de médias comme catalyseur du dialogue, l'importance de la liberté d'expression, pouvoir s'exprimer, pouvoir permettre aux autres de s'exprimer. Ce qu'on fait au quotidien au Niger, c'est rétablir justement l'équilibre des récits de chasse, permettre à ceux qui ne sont jamais entendus d'être entendus. C'est ce qu'on fait aussi dans d'autres pays avec la Fondation Hirondelle, qui depuis plus de 20 ans aujourd'hui donne la parole à ceux qui ne sont pas entendus. Et cette conviction de dialogue, de liberté de s'exprimer, elle m'accompagne chaque fois que je dois mettre un projet en œuvre. Merci.